5 novembre 2020. Je vais faire l'appel. Alors, nos serviteurs présents: Daniel Fernandez, Jean-Claude Aparlian, Daniel Hu, Alain Robert, Sylvain Messias, Joël Cazobon, Muriel Garrigou, Thierry Chapelain, Isabelle Vizetti, Denis Fleur, Jacqueline Scotto a donné procuration à Jean-Claude Laparria, Christian Sommi, Isis Seguin, elle a donné procuration à votre serviteur, Mathieu Cromer, Magali Dalsen, Axel Maisonnage, Audrey Basque, Michel Boulonchel, Laura Boudou a donné procuration à Daniel Fernandez, Farid Baloui, Karine Rouel a donné procuration à Audrey Basque, Aurélien Cadret, Jean-Pierre Alcouf, Charlotte Fargeau a dit qu'elle serait absente, Virginie Rascard, Emmanuel Michelon, Maria Tessier, Texier, Fabrice Sétier. J'ai pas entendu. D'accord. On le déclarera arrivé. Voilà. Deuxième chose, une secrétaire de séance. Je vous propose Muriel, Garrigou. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ou dates? Pas d'autres? Qui est-ce qui s'y oppose? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Bien, mes chers collègues, dans ce contexte si particulier que nous vivons, et conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, il nous appartient, avant d'entamer l'ordre du jour, de se prononcer sur le huis clos, puisque, vous le savez, dans ce domaine, les règles posées par le gouvernement à travers le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 s'imposent à nous. Donc ce huis clos nous donne la garantie de pouvoir les respecter. A contrario, une réunion publique nous exposerait à nous retrouver trop nombreux dans cette salle, et je ne veux pas en prendre l'initiative. Vous l'aurez compris, ce huis clos exceptionnel répond aux exigences de la lutte contre la propagation du virus Covid. Bien évidemment, avec ce huis clos se pose la question de la publicité de nos débats et de la presse. Pour ne pas entraver l'une et l'autre, j'ai pris l'initiative de faire filmer cette séance. La vidéo sera mise à la disposition du public, bien sûr, mais aussi des journalistes qui le demanderont sur notre site internet dans les prochains jours. Je vous invite donc à vous prononcer, à nous prononcer sur ce huis clos, puisque c'est la réglementation, au regard des éléments exposés ci-dessus. Il y a un débat? Oui, Virginie. Est-ce que, franchement, une personne de plus ouvre le débat de la réunion publique? Parce que la presse fait aussi son travail, et est-ce que, honnêtement, on enfreint vraiment la loi en acceptant voilà, le journal du Médoc? Alors, la réglementation précise, c'est, d'ailleurs, vous ne trouverez à aucun moment que dans le déroulement d'un conseil municipal, vous pouvez lire dans tous les textes de loi sur ce sujet, c'est que un conseil municipal est public. À aucun moment il est dit qu'il y a la presse. Et il est public. Ça veut dire qu'il n'y a pas de distinction entre le public et la presse. Aujourd'hui, vous avez raison, une personne de plus ou de moins. Moi, les personnels, je devais faire venir Mme Chaureau, Jennifer de la régie, puisque elle allait présenter avec son vice-président Joël le compte rendu de la régie de l'eau. Je lui ai demandé de ne pas venir, comme Sandrine Saumon, qui devait représenter les finances, aussi. Pourquoi? Je l'ai vécu en 2001, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bernard Prévost, à un conseil municipal, a déclaré le huis clos. Il a fait une erreur, il a laissé la place, c'était 2 personnes. L'opposition de l'époque a remis en cause les délibérations complètes du conseil municipal. Ils ont gagné, parce que si on déclare un huis clos, et d'ailleurs le texte est très précis,
il ne doit y avoir que les personnes du conseil municipal, plus un administratif du choix du maire, c'est-à-dire en l'occurrence le déchet. C'est tout. Donc, sur le fond, vous avez raison, une personne de plus, de moins. Sur la forme, notamment juridique, j'ai pas envie de me voir retoquer un conseil municipal. Qu'on le revote dans 3 ans, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs à l'époque, on avait revoté le BP 2001 en 2003, budget qu'on avait bien sûr terminé depuis plus de 2 ans. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc je vous propose de l'adopter. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie. Monsieur, alors je suis désolé, monsieur Larue, ce n'est sûrement pas contre la presse que je vous dis, mais simplement contre vous, le public. Je vous remercie d'être venu. Je l'ai dit tout à l'heure, il est content, il rentre chez lui, il va pouvoir me faire je dois faire voter le... Ah oui, avant de voter le PV du dernier conseil municipal, je vais vous demander, mes chers collègues, d'observer une minute de silence en hommage à Samuel Paty, bien sûr, mais aussi aux victimes du terrorisme, et plus particulièrement ceux de Nice, mais de toutes celles et tous ceux qui subissent ce type d'attaque sur tout le territoire national ou international. Donc on aura une pensée aussi pour eux. Je vais vous demander d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Donc, dans l'ordre des choses, je vous fais voter le dernier PV du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Je vous propose donc de l'adopter. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Madame Ascar. Comme on a encore droit aux questions orales jusqu'à ce soir, il me semble, est-ce que vous pouvez indiquer à l'opposition le local qui est à leur disposition? Oui, enfin, vous l'avez vu dans le règlement, je présume. Il faut qu'on constitue un groupe. Et une fois que vous nous l'aurez signalé officiellement, après on discutera, oui, des modalités de ce que vous voulez. Donc on passe à l'ordre du jour. Désignation, donc premier point, désignation des représentants auprès de la femme. Donc, comme à chaque début de mandat, il faut désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant qui siégera au conseil d'administration de la femme. Je vous propose, et de tradition, c'est ou le maire en titulaire et ou la vice-présidente du CCAS en suppléant, ou vice-versa. Ce que je vous propose, c'est que titulaire Muriel Garnigou et suppléante Daniel Fernandez qui me représentera. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Je vous propose donc de l'adopter. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Désignation de représentants à l'IME du Médoc. Donc là aussi, nous devons proposer, on est adhérent au syndicat intercommunal de l'Institut médico-éducatif du Médoc, ce qu'on appelle l'IME, et on dispose d'un poste de délégué titulaire et d'un délégué suppléant. Je vous propose, comme les absents ont toujours tort, Karine Roel comme titulaire et votre serviteur comme suppléant. Mais s'il y a vraiment quelqu'un qui veut être suppléant ou vice-versa, titulaire et
Karine suppléante, je n'y vois aucun inconvénient. Audrey, ça te dit rien? Comme tu veux? Oui? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Allez, je vous propose les deux jeunes, Karine et Audrey. Il n'y a pas d'opposition? Il n'y a pas d'abstention? À l'unanimité, je vous en remercie. Toujours dans les désignations, sécurité routière, je vous propose Alain Robert, qui est l'adjoint à la sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le correspondant défense, j'ai envie de vous proposer Michel Le Brodonchel. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La CLEC, là, la commission locale, j'ai perdu le local d'évaluation des charges transférées, voilà. Pourtant, c'est une commission hyper importante, puisque je vais vous proposer votre serviteur et Jean-Claude Laparrière. On y a siégé tout le mandat précédent. Il connaît bien le principe. En deux mots, le principe de la CLEC, c'est de revoir à chaque fois qu'il est nécessaire tous les transferts de compétences vers la communauté de communes et d'en revoir aussi les évaluations, les réévaluations. Donc c'est une commission très importante où il y a beaucoup d'enjeux, notamment. Donc je vous propose ces deux candidats. Est-ce qu'il y en a d'autres? Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. La commission intercommunale des impôts directs. Alors c'est pareil, la communauté de communes, on doit fournir deux personnes titulaires et deux délégués suppléants. Moi j'avais envie de vous proposer Muriel Garibou et Jean-Claude Laparrière. Mathieu Promer, pardon. C'est Mathieu qui s'était proposé. Jean-Claude Laparrière et Michel Le Brodonchel et Jacqueline Scotto comme suppléants. Mathieu Promer, Jean-Claude Laparrière, ça c'est les titulaires. Michel Le Brodonchel et Jacqueline Scotto sont les suppléants. Oui, il y a une réunion par an. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. À l'unanimité. Alors, désignation des représentants à Gironde de ressources. Jusqu'à maintenant, c'était moi qui siégeais. Et je vous proposerai ma candidature avec comme suppléante Magali Lansen. C'est une agence qui a été créée par le département. En fait, c'est une agence d'ingénierie où le département propose aux collectivités de l'ingénierie à toutes les collectivités qui n'ont pas forcément les agents comme une ville de Bordeaux où ils ont un grand dossier de compétences et donc nous, on n'a peut-être pas forcément tout, alors à l'espace, mais dans les petites communes, c'est encore plus apprécié. Je siégeais au conseil d'administration et je vous propose d'y rester avec Magali. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie à l'unanimité. Éclairage public 2020, puisqu'on l'a voté au budget prévisionnel, mais nous devons demander une subvention en DEG pour les foyers vétustes. C'est Joël Cazogo. Il fonctionne pas. Très bien. Donc pour l'éclairage public 2020, comme vous le savez tous, c'est quelques foyers vétustes dont une demande de subvention a été faite au STEC. Alors ces travaux rentrent dans le cadre du transfert de compétences concernant l'éclairage public qui peut être subventionné par le STEC, à hauteur de 20% du montant hors taxe de l'opération. La commune est en charge de la participation des 80% restants du montant hors taxe, ainsi que 8% de frais de gestion. Dans le montant hors taxe des travaux, 17 975,39 €, la subvention du STEC 3 593,08 €, charge résiduelle pour la commune 19 233,67 €, y compris les 8% de frais de gestion. Est-ce qu'il y a des questions?
Pas de question. Je vous propose de l'adopter. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Dénomination des rues à la nouvelle zone de Béloc, dernière tranche, Alain Robert. Par arrêté municipal du 23 mars 2018, il a été autorisé la création d'une zone artisanale de 26 lots au lieu-dit Béloc-Est. Depuis la fin des travaux, plusieurs lots ont été aménagés, ils sont en cours d'aménagement. Aujourd'hui, la Poste nous demande de donner des noms à ces rues. Donc, il vous est donc proposé de donner un nom. La première partie, sur votre feuille, la partie rose, donc la voie centrale, s'appellera, si vous êtes d'accord, la rue des Charpentiers. Et la deuxième, donc, qui fait la ceinture, la verte, s'appellera la rue des Tonneliers. Il vous est donc proposé donc, ces deux noms. La fourniture et l'installation de la signalétique afférente sera bien sûr à la charge de la CDC. Est-ce que vous avez des questions? On est resté dans les artisans, rue des Forgerons, rue des Rémouleurs, sur les premières phases. Et rue des Forgerons, des Rémouleurs. Des tourneurs. Et Des tourneurs. ah, et des tourneurs. Voilà. Pas de questions. Je vous propose de l'adopter. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Cession d'une parcelle communale 6 cours Saint-Élodie, Joël Casebon. Si. Donc, monsieur Alex Bonpuy nous a pris une demande de cession d'une parcelle communale située au 36 cours Saint-Élodie. C'est une parcelle énorme qui fait à peu près 21 mètres carrés. Elle pourrait être cédée sur la base de 15 € le mètre carré, soit un total de 315 €. L'ensemble des frais afférents à cette cession sera à la charge de l'acquéreur, ainsi que la rédaction des actes pour être confiés à l'office notarial de Mousseau de l'Espace. Voilà. Alors le conseil municipal est invité à se prononcer sur la cession de ce bien à M. Alex Bonpuy au prix de 315 €. La commune se réservant un droit d'échec. Est-ce qu'il y a des questions? C'est extraordinaire. Merci Joël. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. L'acquisition de biens sans maître, Jean-Claude. Bon, les biens sans maître, alors c'est pas la première fois que nous faisons l'acquisition. Normalement, c'est quand les droits ne sont pas payés au bout de 30 ans, ou de succession au bout de 30 ans. Au bout de 30 ans, ah oui, il faut plus proche. Donc je disais que la procédure des biens sans maître, l'acquisition de biens sans maître n'est pas nouvelle. Nous avons déjà eu l'occasion d'en acquérir pas mal dans le passé. Ce sont des biens qui sont pour lesquels la fiscalité n'a pas été respectée, les impôts n'ont pas été payés pendant 30 ans. Alors, il y a, vous avez tout le détail sur la fiche, il y a deux dossiers particuliers. Le premier, c'est 2 terrains cadastrés de 1915 mètres carrés et de 1900 mètres carrés qui appartenaient à M. Pierre Chevalier, qui est décédé le 22 août 86. Donc ça fait un certain temps, et la valeur de ces biens est estimée par la SAFER à 5 € le mètre carré, 5,50 € le mètre carré, et grosso modo, sur la base de, comme c'est l'AOC, c'est 55 000 € l'hectare. Dans la région, ces terres AOC sont entre 50 et 100 000 €. Je parle des contrôles de notre ami Denis Fleur. Voilà, donc on vous demandera donc l'accord. La troisième parcelle, c'est une parcelle qui fait 400 mètres carrés, qui appartenait à M. Louis-Albert Andron, qui est décédé le 10 septembre 1979, et à M. Albert Busseau, dont le dernier héritier est décédé le 30 novembre 1982.
Ce bien est situé en zone UD, donc constructible, et peut être estimé sur une base de 45 € le mètre carré. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, nous procéderons à l'acquisition de ces biens sans mètres. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de le bien indiquer. Dossier suivant, prorogation de l'opération ravalement de façade subventionnée par la commune. Comme vous vous rappelez, en 2016, nous avions voté, pour les plus anciens, nous avions voté ce plan de ravalement et validé par la préfecture. Donc c'était le 8 mars 2016. Ce plan de ravalement était valable 3 ans et nous avions à l'époque 3 points dans la déclaration à voter. Le premier, c'était le périmètre. Et donc le périmètre, c'est de la place Gambetta à la place Foch, en passant par la rue Jean-Rousseau. Ça, c'était le périmètre. Et on avait un délai, donc on avait décidé de 3 ans. Et on avait des montants de subvention, et je vous les rappelle, en gros, c'était 4 000 € pour les travaux de maçonnerie, 2 000 € pour les travaux de peinture, 600 pour le remplacement de menuiserie extérieure, et 300 pour les rénovations de menuiserie. Force est de constater quand même que ça n'a pas trop mal marché, puisque à ce jour, nous avons 29 dossiers qui ont été déposés en mairie, et il en reste 11 en attente. Donc, quand je dis ces chiffres, c'est en fait, on en a 18 qui sont terminés, ou en cours de réalisation, et il y en a 11 qu'on est en train d'étudier pour voir s'ils sont éligibles, et je crois qu'il n'y a pas de raison. Et donc, on peut penser qu'il y en aura 11 supplémentaires qui vont être refaites en ravalement de façade. Ce soir, si je vous propose cette prorogation, c'est parce que je vois quand même qu'il y a une dynamique qui a été lancée et je ne voudrais pas qu'on rentre dans les mesures coercitives, puisque je vous rappelle qu'un plan de ravalement, on donne un délai, au bout du délai, on informe les propriétaires qu'ils n'ont pas réalisé, ils ont un temps très court pour démarrer les travaux, et s'ils ne le font pas, il y a une procédure, et au bout du bout, la collectivité récupère le bien. Ça peut aller jusqu'à cette mesure. Donc j'ai pas envie d'arriver à ça. Je me dis que puisqu'on a lancé cette dynamique, il faut la poursuivre et voir s'il joue le jeu. Et je me dis que 3 ans, c'est très long sûrement, mais c'est très court aussi, et que si on arrivait au bout des 3 ans à avoir la très grande majorité des bâtiments de cette rue qui ont été ravalés, ça serait une belle chose. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est de proroger ce délai à 3 années supplémentaires, et bien sûr il faudra qu'on inscrive le budget chaque année au budget primitif de la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Virginie et M. Alton. Une question, c'est surtout que nous paraît logique de reconduire d'un an dans le contexte actuel, en sachant que dans le périmètre choisi, il y a des locaux commerciaux, où avec les commerçants qui vont quand même prendre les 1 an avec des difficultés, le propriétaire ne rentre peut-être pas dans ses loyers. Donc je suis dans cette idée-là. C'est pour ça que on avait anticipé peut-être des questions en se disant, on pourra peut-être, il y a peut-être certains conseillers municipaux, ma majorité y compris, qui auraient pu me dire pourquoi 3 ans, pourquoi plutôt 1 an ou 2 ans. Bon, 1 an, alors là je te rejoins, en ce moment en plus ça paraît compliqué. 2 ans, bon, pourquoi pas, mais ils auront tout juste peut-être le temps de se relever. Et 3 ans, ça nous permet, alors à eux, mais à nous aussi, la collectivité, d'étaler la dette, parce que si l'ensemble des propriétaires se mettent pendant l'année suivante à la pousse de fer, on va avoir des difficultés pour financer tout le monde. Donc, moi, il me semble que 3 ans, voilà, c'est raisonnable. Oui, dans ce contexte-là, qu'en est-il de... J'avais évoqué le problème des façades qui supportent des connexions et des aménagements avec des fils qui sont peut-être inusités
l'électricité aujourd'hui et tout ça, qu'en est-il de la cohérence par rapport à un revêtement de façade et de pouvoir coordonner aussi tous les câbles qui peuvent passer et de faire un audit par rapport à ça, de savoir ce qui est nécessaire de maintenir, ce qu'on peut supprimer et ce qu'on peut aménager de façon un peu plus harmonieuse. Alors cet après-midi, on a parcouru la rue avec les services techniques, avec notamment le directeur, et justement c'est ce que l'on regardait, parce que une grande majorité, j'allais dire dans la deuxième partie de la rue, celle que vous affectionnez plus particulièrement, la rue depuis Orange jusqu'à la rue du tribunal, cette partie-là, il y a une grande partie des bâtiments qui ont été refaits. Il n'y a pas que là, mais c'est vrai que cette partie, il y a une grande majorité des bâtiments et des façades qui ont été refaites. Et on peut constater quand même que les fils ont été, dans la grande partie, ou enlevés, ou cachés, ou on ne les voit plus. Par contre, il y a une partie où on les voit. Donc cet après-midi, on a parlé avec le directeur de service technique. Il va falloir qu'on travaille avec les propriétaires pour voir les solutions de les cacher, parce que je pense notamment à une façade qui a fait longtemps parler, où il y avait deux commerces à l'époque, juste avant la presse, notamment à droite, qui viennent d'être refaites. Je trouve que c'est propre, voilà, c'est enfin quelque chose d'acceptable, sauf qu'il y a encore ces fils qui vont pas. Donc cet après-midi, on en a parlé, on va lancer une étude là-dessus, comment on pourrait minimiser l'impact. Virginie? Il y a les deux. Là, notamment pour la rue, mais sur la façade dont je parle, il y a du fil propriétaire et je pense qu'il y a du fil municipal. Est-ce que les réseaux extérieurs, on va les gérer, quoi. Les propriétaires ne peuvent pas les gérer, en fait. Voilà. Les réseaux France Télécom et EDF, les opérateurs ont pas de façade. Oui, mais toi, on n'a pas de façade, mais c'est ce que je veux dire. Excusez-moi pour le retard. Sur certains bâtiments, on n'est pas, les propriétaires ne sont pas libres. Donc on subit les réseaux extérieurs et ça C'est pour ça qu'il va falloir qu'on travaille avec tout le monde pour voir comment on peut ou les cacher, ou les sortir et les faire passer ailleurs. Je ne sais pas si c'est pas la solution, mais dans que le ça cadre passe. du PLU, est-ce que ça peut être envisagé ou pas? Elle n'en parle pas de ça. Le PLU ne... Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose donc de l'adopter telle quelle. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Donc on signale l'arrivée de M. Séquier qui n'aura pas participé au vote. Excusez-moi, mais les médecins sont jamais à l'heure. Non, non, mais bah, si, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'auras pas participé à ce vote-là. Et à partir de maintenant, tu es déclaré présent. Fonds de soutien à l'investissement local, Jean-Claude, de Partenay. Bon. Dans le cadre du plan de relance mis en place par le gouvernement, les fonds de soutien à l'investissement local ont été abondés globalement pour toute la France de 2 milliards d'euros. Sur ces 2 milliards d'euros, la délégation, enfin la Gironde, bénéficiera d'une enveloppe de 9,5 millions. Donc il nous a été demandé courant septembre de présenter un dossier rapidement pour la transition écologique, la résilience sanitaire ou la préservation et la revalorisation du patrimoine historique et culturel classé ou non classé. Donc dans la précipitation, nous avons préparé un dossier que nous avons déposé, comme il nous a été demandé, avant le 30 septembre très précisément, pour la rénovation autour de la tour, des abattoirs et des écuries. Donc le dossier que nous avons présenté s'élève à 286 000 euros hors taxe, donc 343 000 TTC. Le DESIL, donc, parce que ça c'est la dotation spéciale, est de 143 000, 50% du hors taxe, donc 143 000. Le département pourrait intervenir à hauteur de 57 000 et la région pourrait intervenir
devenir à hauteur de 10%, qui va devenir à hauteur de 28 600 euros. La charge résiduelle pour la commune serait de 114 000. Vous avez vu dans la notice qu'il est précisé que c'est inclus la TVA préfinancée par la commune, qui est donc incluse dans ce montant. Dans l'hypothèse où effectivement ce dossier serait traité dans ces conditions, le reste à charge pour la commune, qui est théoriquement de 114 000, serait grosso modo, je vais vérifier, je passe 100 000 à côté de moi pour me vérifier, mais grosso modo de 50%. C'est-à-dire que si ce dossier est passé tel qu'il a été présenté, la charge pour la commune serait de l'ordre de 55 000, grosso modo. Ce qui nous permettrait de faire quelque chose de sérieux sur les abattoirs et sur les écuries. Il faut savoir que ce dossier, effectivement, je rappelle l'enveloppe globale pour la Gironde de 9,5 millions. Il faut peut-être que l'on croise les doigts pour que notre enveloppe soit retenue. Je dirais également que dans cette opération, aujourd'hui, nous n'avons pas décidé sur quel bâtiment en priorité nous pourrions intervenir. Nous souhaitons savoir, si le dossier sera recevable, et 2, s'il a une chance de pouvoir passer et d'aboutir. À partir du moment où il sera abouti, au plan financier, nous verrons effectivement quel type de travaux et dans quelles conditions il faut les entreprendre. Je parle sous le contrôle de M. le maire et du DGS. Voilà, si vous avez des questions, nous sommes prêts à vous répondre. Merci Jean-Claude. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je vous propose donc d'adopter ce dépôt de dossier et donc cette demande de fonds à l'investissement local qui a été déposé en 15 jours, d'ailleurs qui nous a été renvoyé en nous disant qu'il n'était pas complet forcément puisqu'il manquait la délibération, mais le sous-préfet m'avait dit vous avez 15 jours pour le remettre, donc il a fallu batailler. Donc qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Dossier suivant, adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Bien, vous le savez, enfin pour les plus anciens, on doit voter dans les 6 mois de l'installation du conseil municipal le règlement intérieur. Donc nous avions jusqu'au 24 novembre 2020. Donc nous avons proposé dans les fiches annexes le règlement intérieur 2020-2026. En fait, nous n'avons pas changé grand-chose, si ce n'est que dans le cas des convocations, on a intégré la dématérialisation. Dans les questions orales, je vous ai demandé simplement de m'adresser 48 heures avant les questions que vous pourriez poser en début de conseil municipal. Qu'est-ce qui a changé aussi? Dans la constitution des groupes, nous avons demandé, alors on a fait le tour un peu des collectivités, et la très très grande moyenne, un groupe, c'est minimum 3, donc on a mis minimum 3, en sachant que nous sommes une collectivité de 6 000 habitants, on n'est pas au département ou à la région, et donc de toute façon, une personne, puisqu'on a vécu au dernier mandat, une personne seule se retrouve dans ce qu'on appelle les groupes des non-inscrits, et donc ils ont au moins la possibilité de communiquer, c'est-à-dire de pouvoir réglementairement, puisque c'est réglementé ça aussi, intervenir dans le journal municipal. J'ai fait rajouter aussi, puisque c'est un texte, nouveau texte qu'il fallait inclure dans la mairie, c'est le retrait de délégation à un adjoint. Donc je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je suppose, je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles réponses. Si je les ai. Virginie, M. Alcouf, est-ce qu'il y aura d'autres interventions? Allez, Virginie. Alors, moi, monsieur le maire, ce qui me pose un souci, et je suppose que vous allez comprendre et l'entendre, c'est que les questions orales, qui aujourd'hui nous permettaient, nous, l'opposition, de pouvoir prendre la parole de façon assez spontanée. Aujourd'hui, là, pour ce conseil municipal, on reçoit la notice
vendredi. D'accord? Vous conviendrez que nous ne sommes pas derrière notre ordinateur à 15h50 à attendre la convocation de... Je prends connaissance du conseil samedi matin, je me pose des questions, je vais venir chercher des documents comme ce que j'ai fait hier quand je suis venue pour avoir l'ancien règlement. On est déjà lundi, mis à part consacrer ma journée sur le conseil, et j'ai déjà coupé l'heure pour vous envoyer la question. Alors, je ne trouvais pas que nos interventions étaient si... de façon à être... Je vais tenter de vous répondre avant de finir votre question. Ça, c'est pas de la question orale. Si c'est sur le débat du conseil municipal, à chaque point, vous avez le loisir d'intervenir. Moi, je vous parle des questions orales quand vous levez la main en début de séance, où vous dites, moi, je veux parler du marché hebdomadaire. Moi, je veux pas. C'est pas de l'ordre du jour. Non, mais j'entends bien, mais quand là, par exemple, regardez M. Alcouf la dernière fois qui nous parlait des gadgets de Carrefour, on n'est pas dans l'ordre du jour. Oui, mais vous ne le découvrez pas le vendredi ou le samedi à l'ordre du jour. Ça, c'est quelque chose qui arrive ponctuellement et vous vous dites, je vais le relever en conseil municipal. On s'interroge, l'opposition étant moins présente en mairie, alors vous me direz, vous avez les portes sont pas fermées, je vous connais ouvert. La seule chose que je dis, c'est que nous, spontanément, on tombe sur quelque chose là en venant au conseil. On avait quand même le moyen de l'opposition de vous dire, Monsieur Guiraud, au conseil municipal, on s'est aperçu de ça, est-ce que vous pouvez nous apporter une réponse? Non, mais ça, c'est 48 heures avant. Donc, ça veut dire quand même que vous avez du temps pour vous en apercevoir. Mais imaginons que vous ayez découvert hier. Eh bien, je vous répondrai au conseil d'après ou par écrit. Ça ne m'empêche pas de vous répondre. Mais ça me permet, moi, de me préparer à votre question. D'ailleurs, je vous le souhaite, hein, un jour, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, quand on pose une question, eh bien, la majorité, enfin, surtout le président de la séance, a la question, alors je ne connais pas le RI, mais il doit avoir la question au moins 5 jours avant. Voilà, c'est juste pour pouvoir vous répondre et ne pas dire comme des fois, j'ai pu dire, écoutez, je ne sais pas, je vais me renseigner. Au moins, là, vous aurez... C'est pas une question que vous allez découvrir le vendredi ou le samedi ou le dimanche. Vous n'aurez pas à vous pencher sur le conseil municipal pendant 3 jours pour poser une question. Ça, vous avez l'impression de priver de parole l'opposition. Pardon ? Est-ce que vous pouvez comprendre que l'opposition peut se sentir un peu privée de l'expression au conseil municipal? Ben non. Ben non, moi je vais dire, je vous l'ai dit, je me suis moi senti frustré quand j'ai eu des questions, pendant le dernier mandat, et vous étiez présente, quand j'ai eu des questions où je n'avais pas la réponse. Moi ça me frustre. Et je préfère avoir la question 48 heures avant, au moins techniquement je peux la donner au DGS, lui dire écoutez, on va avoir une question de telle personne, de tel conseiller municipal ou conseillère sur un sujet. Pouvez-vous me répondre? Il faut lui donner la réponse dans 2 jours. Au moins, le jour où j'arrive au conseil municipal, questions diverses, Madame Rasca, vous avez la parole, vous allez me dire, je vous pose telle question, et à la fin du conseil, j'aurai ma réponse de prête, et je pourrai vous répondre. Alors effectivement, pendant 48 heures, si vous découvrez quelque chose dans la commune qui vous interpelle, c'est vrai que vous ne pourrez peut-être pas la poser. Je vous fais confiance, vous pouvez m'écrire aussi. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, monsieur Lacouf, vous avez demandé la parole. Oui, là vous venez de l'évoquer avec le bon terme, c'est qu'en fin de compte, avec cette nouvelle résolution, vous supprimez carrément la liberté des questions diverses. En fait, c'est un caractère trumpien, pour reprendre l'actualité, c'est-à-dire que vous gérez, vous annulez l'opportunité de pouvoir poser une question qui puisse peut-être vous déstabiliser ou vous embarrasser, et donc vous obligez à ce que la question orale soit écrite. Donc je ne comprends pas pourquoi l'article 5 existe, puisqu'il y a l'article 6 qui est après, avec les questions écrites. Donc les questions orales deviennent écrites, et donc il n'y a plus de questions orales. C'est tout simplement ça. Si on doit la rédiger auparavant, c'est une question écrite, c'est pas une question orale. Donc c'est une question. Ça n'a pas lieu d'être, et c'est une réduction des libertés, de la liberté d'expression notamment, qui viennent à la mode en ce moment.
je ne comprends pas pourquoi il faudrait écrire. C'est le caractère complotiste qui... Vous voyez, j'ai même le chauffage avec moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si on peut, et en plus de ça, vous annulez la notion de débat. Elle ne donne pas lieu à des débats. Il peut y avoir des questions diverses qui peuvent justement ouvrir le débat. Je pense que dans le précédent mandat, on a eu l'opportunité de l'expérimenter et ça a donné lieu à des choses qui étaient constructives pour la ville. Notamment, j'ai en mémoire quand même le sujet des abattoirs, qui n'en était pas un précédemment, et qui en est devenu un, au point qu'on puisse prendre en considération le fait que les abattoirs font partie du patrimoine de la ville et maintenant on envisage même de lever des subventions pour ça. Donc si ça n'avait pas été aux questions diverses et évoquées de façon libre, ça ne serait pas devenu un sujet réellement. Donc en faisant voter cet article 5, vous supprimez tout simplement la liberté des questions diverses et vous réduisez le débat à néant. Je ne me rappelle pas du vote de 2014. Enfin, le vote, je ne me rappelle pas. Mais par contre, si vous le lisez, et c'est la réglementation, c'est le règlement de tous les conseillers municipaux. Les questions diverses, et c'était noté en 2014, ne donnent pas lieu à débat. Ça a toujours été. C'est comme au gouvernement, je présume que vous faites comme moi, il vous arrive de les regarder, questions orales au gouvernement par les députés ou les sénateurs, elles sont écrites. Pourtant, Okay. elles sont orales. Ok, on est quand même à une échelle humaine. Non, mais je ne me comparerai pas à la ville, comme vous l'avez dit tout à l'heure, fait pas tout à fait 6 000 habitants, donc on peut se permettre peut-être de considérer que le conseil municipal, lorsqu'il se réunit, puisse opportunément échanger sur des sujets nouveaux, et je crois avoir en mémoire le fait que lorsque ça a été le cas dans la précédente mandature, à plusieurs reprises, vous avez clôturé certains conseils en disant que vous étiez satisfait de pouvoir avoir eu ce genre d'initiative lors de certains conseils. À d'autres moments, vous l'avez regretté, mais à certains moments, vous l'avez validé. À ce moment-là, vous limitez l'expression des commissions. Parce que le débat d'un conseil municipal, je suis désolé, oui, il doit y avoir débat quand on n'est pas d'accord. Ça, je suis d'accord avec vous. Et ça peut peut-être faire bouger les lignes, ça, je n'en dis conviens pas. Mais les débats doivent avoir lieu dans les commissions. Non, mais ça, c'est le fonctionnement. Quand on est à la fin d'un conseil et qu'il reste encore un petit peu de temps et qu'on puisse permettre aux questions diverses... Mais ça ne vous empêche pas, et ne me dites pas que c'est en 48 heures que vous allez avoir l'étoile qui va vous dire il faut que je pose ces questions, parce que toutes les questions qui m'ont été posées lors du dernier mandat, ne me dites pas que vous les avez découvertes dans les 48 heures. Alors peut-être, allez, peut-être qu'il y a des exceptions, mais elles sont des plus que minimes. Moi, ce que je vous demande, c'est pour que je me prépare à vous répondre. Et vous seriez à ma place, vous feriez pareil. Il n'y a rien de plus pénible d'avoir une question dont, et je le revendique, je ne connais pas tout, et ici autour de la table, je pense qu'on doit être tous égaux là-dessus, on ne connaît pas tout, et moi je veux me préparer à ces questions. Alors, attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le dernier règlement intérieur ne disait déjà pas de débat. Ça ne m'a pas empêché des fois de vous laisser faire. Mais l'expression d'une question, dans le cadre des questions diverses, l'expression spontanée d'un sujet peut tester la réponse spontanée. Et donc, quand c'est écrit au préalable et qu'il y a eu préparation d'une réponse, ça n'est pas une réponse spontanée. Bon, écoutez, dans le cadre du règlement intérieur que vous êtes exprimé, je l'entends. Moi, pour ma part, je resterai sur ma position. Est-ce qu'il y a d'autres questions et d'autres personnes? Il n'y a plus de questions? Je vous propose donc de l'adopter. Qui est-ce qui est contre? 1, 2, 3, 4. Madame Texier? Non, je m'abstiens. Ah, pardon. Oui, c'est vrai. J'ai oublié. Qui est-ce qui s'abstient? Donc, 4 contre, une abstention.
Je continue l'ordre du jour. Daniel Fernandez, le régime indemnitaire, la filière technique et l'intégration des cadres d'emploi d'ingénieurs et de techniciens. En 2017, il a été instauré un nouveau régime pour les agents de la collectivité, en tenant compte des fonctions et des suggestions, qui s'appelait le RIPZ. Certains cadres d'emploi, et en particulier la filière technique, n'avaient pas été concernés par ce type de modification. Donc, depuis février 2020, eh bien, ils sont pris en compte. Les techniciens territoriaux et les ingénieurs territoriaux seront donc pris en compte dans ce cadre d'emploi. Vous avez un tableau qui reprend les groupes au niveau des ingénieurs. Il y a 3 groupes, au niveau des techniciens, 3 groupes. Je tiens à dire que c'est une information que vous avez, mais que nous n'avons pas au sein de la commune d'ingénieurs, et nous avons un seul technicien qui est concerné. Donc, mais nous devons quand même nous prononcer sur ce nouveau tableau, ces nouvelles attributions concernant le RICET. Ce sont des règles qui sont générales pour toutes les collectivités. Voilà. Donc on vous demande de bien vouloir vous prononcer sur la mise en œuvre de ce RICET à partir de janvier 2021 sur les cadres d'emploi de la filière technique. Oui, une question. Virginie. Daniel, combien de personnel étaient concernés? Un seul. D'accord. Un technicien. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions, je vous propose de l'adopter. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Est-ce que vous pouvez ne plus compter mon vote à partir de maintenant? C'est fait, monsieur Alcourt. Merci. À 19h, je crois qu'on a été 19h48. Monsieur Alcourt quitte la séance. Donc, on en était. J'ai perdu mon fil, moi. Donc, le prochain recensement de la population. Daniel. Oui, ben vous êtes informés qu'en 2021, il y aura un recensement, ça n'a rien de nouveau puisque c'est national. Il y aura, la commune compte 13 districts et donc on devra recruter 13 agents recenseurs. Ils seront recrutés mi-janvier pour une période d'environ 7 à 8 semaines. Normalement, chaque agent recenseur aura donc un district. Il y a un district qui est plus grand, c'est le 26, et donc l'agent qui sera affecté risque de devoir utiliser son véhicule personnel, et à ce titre, on lui verserait une indemnité compensatoire pour la période en question. Au cas où certains feraient défaut, on crée également 4 postes d'agents recenseurs suppléants qui seront pris à l'intérieur des agents, du groupe des agents de la commune, qui seront donc en mesure de réagir immédiatement au cas où il y en a un qui ferait défaut. Et ces personnels-là percevraient une rémunération particulière, puisque ça se passerait dans le cadre des heures supplémentaires. Voilà. Donc, monsieur Pellissier et Isabelle Baldec qui ont été désignés coordonnateurs, puisqu'il faut coordonner tous ces agents recenseurs. Et ils les encadreront, bien évidemment. Et donc, on vous propose aujourd'hui la création de ces 13 postes d'agents recenseurs et de 4 postes d'agents recenseurs suppléants. Encore une fois, comme je vous l'ai indiqué, ils seront recrutés cela parmi le personnel communal. Y a-t-il, ce sont des CDD, donc de 7 à 8 semaines. Pas de question? Écoutez, je mets à votre approbation. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Renouvellement d'une ligne trésorerie, et bien notre trésorier. Je nous prouve. Bien, je ne voudrais pas faire d'accusation à bon compte, mais l'État n'est pas toujours un bon payeur. Nous l'avons expérimenté en 2018, où les dotations sont arrivées au compte-gouttes et avec des retards certains, sinon avec un certain retard. Donc nous avions été contraints en 2018 et en 2019 de solliciter pour ne pas avoir une coupure dans nos règlements, de solliciter auprès des banquiers une ligne de trésorerie de 500 000 €. Elle nous a été accordée le 19 juin 2018, renouvelée le 12 novembre 2019, et toujours à titre précautionnel, nous souhaiterions la renouveler pour 12 mois. Les taux sont tout à fait dans le marché, le Euribor 3 mois avec une marge de 0,80
et une commission d'engagement de 0,25, puisque les conditions qui étaient celles initialement consenties en 2018 ont été conservées. Voilà, vous avez une question? Ok. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Merci Jean-Claude. Alors l'OPH, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et renouvellement urbain, puisque c'est ce qu'on appelle l'OPH-RU. On s'est engagé dans une convention avec la communauté de communes sur un programme d'OPH-RU sur la commune en 2016, le 20 décembre 2016 exactement. On s'est engagé aussi à participer aux aides que l'État apporte aux propriétaires dans le cadre de l'amélioration. Alors, il y a l'amélioration du bâtiment, tout ce qui est structure, hein, mais il y a aussi l'aménagement sur les diminutions d'énergie. Donc, aujourd'hui, on a... donc, la communauté de communes a ouvert un marché et donc a retenu un bureau d'études qui s'appelle Solia, Gironde, et qui a en charge le suivi, animation de cette OPH-RE. Donc il y a un comité technique qui valide toutes les dossiers, d'abord des propriétaires qui font des propositions sur leurs travaux. Le CT les valide et le conseil d'administration, le conseil communautaire les entérine. Aujourd'hui, à ce jour, 3 CT, 3 communautés techniques se sont déroulées depuis le mois de juin. Donc il y a la ville de Pauillac qui a un nombre assez intéressant de rénovation, la commune de l'Espard, et donc les partenaires que sont l'ANA, l'Agence nationale à l'amélioration de l'habitat, le département, la CAF, la MSA et bien sûr la collectivité. 3 dossiers donc, ont obtenu un financement dans la théorie, si vous donnez un avis favorable, pour un montant de 5 439 € pour la commune, mais par contre, donc vous avez un tableau, vous avez les 3 dossiers, où vous pouvez voir que sur un financement, un montant du projet de 9 200 €, eh bien, la personne va obtenir 100% d'aide. Et pour l'ESPAR, sur ce dossier, on aura 1 439 € à donner. Sur le deuxième dossier, sur un montant de 74 000, il obtiendra un montant de 28 000 € de subvention. Et pour l'ESPAR, 2 000 €. Et pour le troisième dossier, 20 000 € de projet, j'arrondis, c'est 20 463 €, mais bon. Il obtiendra une subvention de 20 000 €. Et pour la commune de l'Espard, on abondera à hauteur de 2 000 €. Donc, je vous propose bien sûr d'adopter ce plan qui fait que là aussi, on a un nombre quand même assez intéressant de dossiers qui sont déposés. Il n'y a qu'une seule chose où on va être un peu plus exigeant les élus, c'est qu'à notre goût, on a trop de dossiers dans le cadre de la réduction d'énergie et pas assez sur la revalorisation des bâtiments, plus particulièrement de centre-ville. C'était quand même le but, non pas essentiel, mais voilà, pour nous, il était prioritaire. Après qu'il y ait sur la réduction d'énergie, c'était une bonne chose, mais on souhaitait que ça soit avant tout la revitalisation des bâtiments, et c'est pas tout à fait ce qui se passe à ce jour. Donc on en a parlé en bureau de la communauté de communes, et tous les maires sont d'accord avec ça. Il faut qu'on mette plus la pression sur le bureau d'études pour obtenir un financement un peu plus large sur les revitalisations de bâtiments. Question. Madame Rascar, je me sens dans les stades réunions. Oui, je suis dans les stades réunions parce qu'il me semblait qu'on était à huis clos, et il me semble qu'il y a du public. Moi, j'ai pas entendu, je suis désolé. Je vous dis, ça n'a rien à voir avec votre question. Il me semble qu'on a voté un conseil à huis clos et il y a du public. Mais il reste vous quoi demanderez d'exercer votre droit de police, votre alors, soutien au public. aujourd'hui,
aujourd'hui, alors là, il est dans le, j'allais dire dans la tribune du public, mais il est quand même conseiller municipal. Il n'est pas extérieur. Mais il siège au conseil alors. Il n'est pas dans le public. Je ne peux pas l'obliger. Il est conseiller. Mais je ne peux pas l'obliger de sortir non plus, puisqu'il est conseiller. Ça me paraît complètement. Alors on fait partir la Ça n'engage que vous. Moi j'ai mon avis, mais réglementairement, il est conseiller municipal quand même. Il ne prend pas part, on a le droit de faire. Il y en a qui prennent la... Il y en a, j'ai déjà vu, hein, on ne prend pas part au vote. Ça veut dire quoi? Vous êtes conseiller, vous votez contre, vous abstenez ou vous votez pour, ou alors, Je dois quand même être à la table d'un conseil. non, mais Rascar, ça n'engage que la personne. Moi, réglementairement, il est conseiller municipal. Je ne peux pas l'empêcher de rentrer dans une mairie, de rentrer dans une salle où il y a un conseil municipal qui n'est pas extérieur au conseil municipal. Est-ce que vous avez une question sur l'OPHRU? Pas de question? Je vous propose donc de voter. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Le règlement intérieur de la bibliothèque municipale, c'est plein d'initiales. Oui, ça marche. C'est bon, Ça marche. Ça marche. Mais vraiment contre. Voilà. Donc là, il est question de voter pour le règlement intérieur de la bibliothèque municipale, qui est revenu dans le giron municipal, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2019. La reprise du règlement précédent est effectuée, donc en fait, il s'agit d'identifier les conditions d'inscription, le mode de fonctionnement de ce service. Bien sûr en conservant le principe de la gratuité des inscriptions pour tous. Voilà. Le reste concerne le fonctionnement avec le prêt, les retours des ouvrages, etc. Donc rien de bien nouveau. Monsieur le maire vous demande aujourd'hui de l'adopter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ce n'est qu'administratif. Je vous propose de l'adopter. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Donc, nous avons à l'ordre du jour le transfert de la compétence urbanisme à la communauté de communes Cœur de Presqu'île. La loi Allure a rendu obligatoire le transfert de la compétence urbanisme aux communautés de communes. Donc, on doit l'intégrer dans le giron de la CDC au 1er janvier 2021. Donc il faut que, la loi l'impose aussi, il faut que les communes délibèrent sur cette compétence. Et dans ce cadre, la loi dit aussi que si 25% des communes qui représentent au moins 25% de la population s'y opposent, eh bien, la compétence ne sera pas transférée au 1er janvier. Donc, à ce jour, ça c'est mon avis, nous ne sommes pas prêts pour donner la compétence pleine et entière à la communauté de communes. Alors, on n'est pas prêt pourquoi? Parce que, vous le savez, hein, en 2017, il a fallu déjà avaler un mariage un peu forcé par la loi. Ça a été compliqué pour se mettre en place, ça a été compliqué pour prendre des compétences, ça l'est encore, puisque au prochain conseil communautaire, dans les prochains conseils communautaires, justement la CLEC est très importante pour ça. Il faudra revoir les compétences, puisqu'on n'a pas l'équité au sein de la collectivité. Il y a l'ancienne CDC, Centre Médoc, a des compétences qu'ils ont conservées dans la corbeille de mariage. Nous, on a des compétences qu'on a conservées. Les uns les ont, les autres les ont pas. Enfin bon. Donc on va travailler sur une équité des compétences au sein de la CDC. Donc déjà, on a encore beaucoup de travail. Si en plus on transfère la compétence urbanisme, il va falloir s'organiser. Et nous ne sommes pas prêts. De plus, ça va créer quand même pas mal de problèmes, puisque vous le savez, vous l'avez vécu au moins pour ceux qui étaient élus de 2014 à 2020, le PLU de l'ESPAR, vous l'avez vu, on l'a décidé en 2012, il s'est terminé fin 2017. Donc en gros, 5 ans
pour faire un PLU. Si on part, puisque si la compétence urbanisme est transférée, il faudra partir sur un PLU-I, intercommunal. Ce qui fait qu'il va falloir recruter un bureau d'études, et à mon avis, 5 ans ne seront pas trop, monsieur le directeur général des services, pour arriver à mettre en place un PLU. Ce qui veut dire que pendant 5 ans, on aura un blocage, nous, sur notre PLU. On aura une perte des droits, par exemple, de préemption. Pendant 5 ans, tant que le bureau d'études travaillera, on n'aura plus les préemptions de terrain, de vente de bâtiments, etc. Donc, je ne suis pas le seul. Dans la communauté de communes, il y a quand même des communes qui sont contre. Je pense qu'on sera bien plus que 25% à être contre. Mais ce que je vous propose au moins ici, au sein du conseil municipal, c'est de se laisser du temps au temps et de travailler pour que, un jour, je crois que la date butoir en 2025, il n'y a pas de date butoir. Bon, enfin, il faut tendre vers ça. De toute façon, on y va sur les mutualisations et compétences communautaires. Mais laissons-nous du temps pour se préparer à ce PLU que nous demande l'État. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je vous propose d'adopter. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Présentation du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité des services eau, assainissement collectif et assainissement non collectif. Je vous l'ai dit, Jennifer Chauveau, la directrice, aurait sûrement aidé notre adjoint à cette compétence, les réseaux. Elle aurait aimé sûrement aussi être présente, mais dans le cas du confinement, je lui ai demandé de ne pas venir. Ça n'empêche que, avec la dextérité qu'on le qualifie, Joël Casobon va nous faire succinctement un rapport, puisque je présume quand même que vous avez dû en prendre acte. Merci. Comme tout le monde a pu compulser donc, la présentation des rapports, on va peut-être pas tout lire. Hein. Voilà, donc, comme tout le monde le sait, la régie municipale a été créée le 1er juillet 2016 et donc le choix dicté par les 3 objectifs essentiels, c'est maîtriser les prix de l'eau et de l'assainissement, être plus réactif en termes de services, offrir plus de proximité aux usagers. Bon, comme vous avez vu, on fait régulièrement baisser le prix de l'eau, les abonnements, comme vous avez pu le voir pour le service d'eau potable, de 2955 abonnés, on est passé à 3027. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, oui, vous avez remarqué que la commune possède un réseau assez important puisque le réseau fait 76 km 500. Dans la maîtrise d'œuvre et les travaux de renouvellement des canalisations d'eau de la tenue de Bordeaux, 3e tranche et dernière tranche, la maîtrise d'œuvre et les travaux de renouvellement des canalisations d'eau sur le secteur de Huche, 3e tranche, rue Docteur Meignier et chemin de la Landette, et la création d'une nouvelle ressource forage du Pradal. Tout ça en 2019. Pour le service d'assainissement collectif, vous verrez que de 2165 abonnés au 31/12/2018, on est passé à 2213 abonnés. On peut peut-être passer maintenant au service, au prix de l'eau. Hein. Donc en 2016, le mètre cube d'eau hors taxe était de 5,295 €. En 2020, on l'a fait baisser à 4,515 € le mètre cube. Le montant d'une facture pour 120 mètres cubes avec abonnement, 635,42 € en 2016 et en 2020, 541,75 €, soit une diminution de 14%.
c'est pas mal. Alors, c'est vous dire le travail qui a été fait par la régie. Moi, je voudrais féliciter la directrice, Jennifer, qui a fait un travail extraordinaire, ainsi que les agents qui sont présents en permanence. Et nous avons de très bons retours. Vous avez pu tous voir qu'actuellement, nous sommes en train de faire une 4e tranche sur Us, notamment le lotissement boulanger. Et que. Et là, j'ai là. Oui, là, j'ai là. C'est vrai. Là, j'ai là. C'est vrai, on ne peut pas l'oublier, là, j'ai là. Voilà. Donc, moi, je voudrais encore le remercier, le service de l'eau, qui est très compétitif et qui est très professionnel. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Virginie? Oui. Je voudrais savoir s'il y a encore possibilité de réduire la facture des citoyens ou est-ce qu'on est arrivé au maximum? À mon avis, on est arrivé au maximum. Elle ne peut que remonter et pas baisser. C'est un discours direct, mais Il n'y a personne qui dit rien. Rappelez à ton collègue trésorier. C'est ça. Évidemment, parce que si vous voulez, on a repris quand même une affaire qui était un petit peu, pas en déroute, mais pratiquement toutes les canalisations sont à refaire, toutes les canalisations d'eau potable sont à refaire, toutes les canalisations sont en fonte, donc on a certains riverains qui se plaignent d'avoir de l'eau jaune, donc ça il faut les refaire, ça coûte extrêmement cher, et moi je ne vois pas comment aujourd'hui on peut baisser le prix de l'eau. Voilà. Oui. Et pour les futurs locaux, là, ça en est où? Quels locaux? Les locaux de la régie. Ah, les locaux de la régie, mais ils ont été achetés il y a 7 semaines. Voilà. C'était mardi, je suis allé signer au notaire. On a récupéré les clés et je crois qu'aujourd'hui nos services étaient dedans. Alors ils n'ont pas encore investi les locaux, mais ils y étaient pour voir. Il faut quelques nettoyages. Les nettoyages ont commencé. J'ai vu qu'il y avait l'électricien qui était en train de s'activer. Voilà, donc la commune de l'Espagne est propriétaire du bâtiment. La régie. Oui. Mais la régie, elle est communale. Désolé. Pas d'autres questions? Moi, je pensais que j'aurais une question sur la fuite du robinet, sur... Non. Tu les cherches quand même. Oui. Voilà. Bon, monsieur le maire, si vous voulez bien faire voter. Non, On en prend on en prend. On en prend. Oui, on en prend. Donc, dossier suivant, en fin des recettes, on ne parle pas de dépenses. La vente de bois, c'est Denis Fleur qui va vous le présenter. Tu veux le micro, Denis? Non, si on m'entend. Donc, pour information aux nouveaux élus ou ceux qui ne sont pas au courant, la commune de l'Esport est propriétaire à peu près d'une centaine d'hectares de forêt qui sont divisés en micro-parcelles. Le plus souvent, c'est le long des chemins ou des pare-feux. Donc, vous avez une partie des numéros des parcelles sur la partie des bois qui vont être coupés. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après la tempête 99, le gouvernement nous a obligés de s'associer avec l'ONF pour monter des dossiers, pour obtenir des subventions pour la remise en état de la forêt. Donc on est obligé de travailler avec l'ONF, c'est pour ça que ces travaux sont confiés à l'ONF qui va procéder à la vente par adjudication et les bois seront vendus en lot, au mètre cube, et le produit de la vente, bien sûr, reviendra à la commune. Donc je demande au conseil de prendre la décision pour la vente de ces bois. Alors une question. Oui. Et est-ce que c'est possible de se sortir de l'ONF ou pas? Parce que vendre du bois, aujourd'hui, c'est pas compliqué. On en a parlé plus ou moins. C'est possible. Tout est possible. Voilà.
Pourquoi je présume si vous dites ça, vous Parce avez que une l'ONF, idée. en fait, là, c'est un prestataire de service, hein, donc, alors, entre guillemets, vous pourrez gagner 25% de plus du prix, quoi, pour mettre cube. Oui, non, mais je suis d'accord. Tout Mais est à étudier. on a un contrat de gestion avec eux aujourd'hui. Il faudra regarder quand est-ce que se termine ce contrat de gestion, mais... Mais il y a de plus en plus de communes qui se sortent. Voilà, tout à fait, ouais. Tout est à dans voir. la mesure où il y a de l'argent, voilà. Ah oui, je suis d'accord. Alors après, bon, Vous avez raison, on en a déjà parlé, plus ou moins. on a 100 hectares hein, pour la diviser. Ouais, mais bon, c'est toujours ça. Je comprends que des communes comme Mourtel, par exemple, voilà, il fait ce choix-là aussi, parce que c'est vrai que Les acheteurs de bois, aujourd'hui, ils s'occupent quasiment de tout. Ouais, ouais, Rien je à sais. faire. Et vous avez... C'est bon, Nanny? Est-ce que vous avez d'autres questions? Virginie, t'avais pas levé la main? Non. Ah, pardon. Personne ne veut prendre la parole? Je vous propose donc de l'adopter. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Non, il s'est abstenu. Moi, je trouve dommage que vous devriez attendre les vendre. Vous n'êtes pas obligé de les vendre de suite. Là, ça fait plusieurs fois qu'on nous relance et on avait, je sais même pas si... Le prix du bois, aujourd'hui, il n'est pas à son plus haut. Hein. Ouais, Alors, On va le vendre aujourd'hui. non mais là par contre, alors ce qui presse, parce que Jean-André Bernard, qui était l'ancien délégué, nous tannait déjà avant la fin du mandat, parce qu'on est limite là, il faut vraiment les couper. on a déjà attendu pas mal, justement, que les prix montent, mais bon... Là, ça avait buté. Moi, je suis de la partie. Donc, Ouais, mais je sais, mais bon, au moment où il y a des pays qui sont vraiment assez importants, Pour que Jean-André Bernard nous dise, bon maintenant il faut les vendre, parce que là, ça s'il y a devient une l'heure. tempête, qui sait quoi, on va perdre plus qu'on va gagner, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de l'adopter avec Virginie nous quitte la salle. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Non, pardon, M. Michelon, c'est ça, vous vous abstenez? Oui, mais j'ai compris pourquoi, mais j'avais pas remarqué. Donc, Virginie, elle doit être. une abstention. Tu t'abstiens, Magali? 2 abstentions. Il faut savoir qu'une vente de bois, ça se fait qu'une fois dans la vie, en fait. C'est quand même dommage, quoi. On n'en a pas tous les ans. Voilà. Nous, parce que je crois qu'il a dit, Denis, on a 100 hectares, ça paraît Il n'y a pas que des bois en maturité, il y a des éclaircies aussi. Voilà, Donc là, je sais que et Jean-André et Denis, ça fait un moment qu'ils nous disent, bon là, il faut les couper, c'est là. Et oui, on a retardé, on a Et à mon avis, le compte rendu au Conseil des actes accomplis en vertu de la délégation. Pardon, Mathieu. Moi, je suis pas du tout de la partie, mais vous avez l'air de constater que le prix est trop bas par rapport à des acheteurs éventuels. Ça veut dire que vous connaisseriez des acheteurs qui pourraient acheter plus haut que ça il faudrait que je prenne connaissance des parties. C'est quoi le sens de la remarque en fait? Il y a plusieurs unités de vente. Là, ils proposent les structures, après vous allez le faire. Et donc aujourd'hui, le bois a chuté de, je veux dire, sur la papeterie de 3 euros. Donc, quand on a 5 hectares, à peu près, ça fait dans les. Je vais pas on va dire des bêtises, mais enfin, bon, voilà. Tout dépend de la nature du bois. Bon, là, on parle de bois. Non, mais là, on n'a pas 100 hectares à faire de coupe, hein. Non, mais bon, parce que là, on n'est pas du tout La superficie, là. la superficie des parcelles, mais après, aujourd'hui, je sais que c'est pas compliqué pour vendre du bois, et on perd aujourd'hui 25%. C'est-à-dire sur 100 euros, mais vous perdez 25 euros. Et c'est dommage, avec des argent. Ça risque de longtemps, je ne sais pas quand est-ce que ça va... Ah, mais il faut attendre. Bon, oui. il faut attendre. Mais- Bon, depuis le temps que les bois sont à la parcelle, à la commune, bon, voilà. non, mais Jean-André, sur l'éclaircie notamment, ça doit faire 3-4 ans qu'il nous dit il faut éclaircir. Il faut éclaircir. Et là, il est arrivé avec Denis dernièrement, ils nous ont dit bon, maintenant il faut couper, quoi. Parce que là, on n'est plus dans l'éclaircie, quoi. Donc, vous le savez, quand on entretient une forêt, les éclaircies, c'est important. Donc, Ceci dit, c'est vraiment
façon, il va y avoir la concurrence, on ne va pas venir, on ira au plus de France de toute manière. Non, mais Oui, non, mais le problème, c'est là, vous allez perdre ce que l'ONF va en passage. Donc, ils ne vont pas venir envoyer. moi, j'ai vendu des bois moi, il y a 2 ans. J'ai consulté 3 acheteurs. Le mieux placé, c'était Jean-André. Hein. Voilà, Les André, c'est pas l'acheteur. non, non, c'est pas l'acheteur. Il passe, non, non, mais il est passé avec son réseau, c'est-à-dire avec l'ONF. Et donc, ça a été le mieux placé. En plus, c'était le mieux placé. Moi, j'ai contacté quelqu'un d'Aurtin, que vous devez certainement connaître, et puis il n'était pas placé en prix. Donc, bon, les 25%, je ne sais pas où vous allez les chercher, mais en fait, je trouve que ça fait beaucoup quand même. Donc, oui, non, mais bon, vous êtes du domaine, mais enfin, moi aussi, je connais un petit peu quand même. Donc, je vous dis, moi, j'en ai vendu aussi, donc je sais de quoi je parle. Moi, c'est récent, il y a 1 an et demi. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, les 25% de plus, c'était déjà, enfin, c'était la société avec qui il travaille. Donc, bon, voilà. Et de toute façon, Vous aujourd'hui, avez vos arguments, moi, j'en ai d'autres. Hein. Non, mais c'est pas non, et grave. en plus, ça ne va pas représenter des sommes très importantes parce que l'exercice, on n'est pas. On est sous contrat de gestion, donc c'est l'ONF qui gère. La seule chose qu'on demande à nous élus, c'est de voter la procédure. En tant qu'élu, on est là pour s'occuper de la commune. J'ai pas compris. En tant qu'élu, nous sommes là pour nous occuper de Non, non, mais c'est pour ça que je vous ai dit, votre question est intéressante, mais il faudra le voir. Déjà, il faut regarder quand est-ce qu'on termine le contrat de gestion, puisque c'est l'ONF qui gère, donc on est lié à eux, et jusqu'à quand. Et après, on pourra voir comment on peut s'organiser. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donc on avait voté, 2 abstentions. Compte rendu au Conseil des actes accomplis, bon, la fin de contrat de location de la machine à franchir, donc voilà. Mise à disposition du logement communal, rue de la Brigade Carnot, c'est en fait transfert d'une maison de rue de la Loi qui nous appartient et qui est vétuste sur la maison qui s'est libérée, puisque vous verrez plus loin que j'ai mis une fin de disposition d'un logement communal à une personne. Transfert de bail et mise à disposition du logement 2 impasse de l'Équerre. C'est un bâtiment qu'on a acheté dans le cadre de revitalisation du centre-ville et plus particulièrement dans l'Équerre, où on a 2 logements dans ce bâtiment et on a repris les locations de l'ancien propriétaire. Convention de mise à disposition permanente d'un local communal à des associations, voilà, c'est dans le cadre de tous les ans où on renouvelle. Convention de mise à disposition permanente d'un local communal, avenant numéro 1 à la police d'assurance véhicule à moteur, comme on change de véhicule, on signe les avenants. Rétrocession de concession d'un terrain, d'un cimetière communal, c'est quand les gens nous achètent, paient leur concession sur un nombre d'années précises. Occupation de l'espace François Mitterrand pour l'organisation d'une journée de défense et citoyenneté, puisque le ministère des Armées réalise la fameuse journée citoyenne, elle en réalise 2 par an sur l'espace, voire plus, on va essayer d'en faire plus pour permettre à nos Médocains de ne pas partir à Bordeaux, puisque maintenant l'État qui remboursait à une époque un forfait intéressant pour le transport, même s'il ne gagnait pas d'argent, aujourd'hui je crois qu'il rembourse 8 €, je crois, transport, bouffe, etc. Donc on préfère qu'il soit sur place. Mise à disposition du logement communal, Brigade Carnot, c'est ce que je vous disais. C'est un de nos agents qui habitait dedans et qui a souhaité ne plus habiter là. Donc on a mis fin à cette mise à disposition. Convention de raccordement des immeubles communaux à la fibre optique, ça dit ce que ça dit. Fin de la convention d'occupation du logement 26 rue de la Loi, c'est justement la personne qui est partie à la Brigade Carnot. Le 13 est à supprimer, c'est une erreur de frappe, c'est la même chose que la 4. La 14, convention de mise à disposition de local 1 rue de la Loi. Nous avons un garage que nous avons loué à un particulier. La réalisation d'un prêt de 100 000 € au prix du crédit mutuel, c'est pour l'achat de la trésorerie. Occupation de l'espace François Mitterrand et fourniture de prestations pour l'organisation d'une journée défense et citoyenneté, c'est la 2. Convention d'adhésion au réseau
départementale, et contrat de maintenance matériel téléphonique Instant Télécom, c'est le standard de la commune, et plus particulièrement de la mairie, c'est le contrat de maintenance. Voilà les actes accomplis en vertu de la délégation que vous m'avez attribuée. Je vous remercie de votre attention. Ça a duré assez longtemps. Je suis désolé, l'ordre du jour était assez fourni. Joël, tu voulais dire une chose? Je voudrais donner Une information. Oui, comme tout le monde doit se rappeler, le 10 juillet 2020, lors du conseil municipal, la commune de l'Espard avait proposé l'acquisition d'un immeuble 63 rue Jean-Jacques Rousseau et 2 rue Rose. Bon, ce bâtiment qui était mis à prix à 12 000 €, donc c'était pas une adjudication, c'était une enchère. Voilà, bon, l'enchère, nous on s'était positionné pour 12 000 €, c'était le montant de l'enchère, mais il y a un personnage qui a fait remonter l'enchère, et je pense qu'il a doublé le prix, donc on a perdu cette acquisition. Voilà. Alors ne vous étonnez pas si vous voyez les travaux qui sont faits sur cet immeuble que nous on avait décidé de démolir. Joël, précision, c'est pas il a doublé. Le bâtiment s'est vendu aux enchères 90 000 €. Oui, non, je dis doublé. Plus les frais de notaire, plus les frais du tribunal, on est dans l'ordre de 120 000 € à peu près. Voilà. Donc vous comprendrez qu'on n'ira pas au-delà. Non, mais ça y est, c'est fini. Oui. Bon, on espère qu'il y aura un projet de rénovation convenable pour la rue. Là, on sera attentif à l'urbanisme, mais on ne peut rien faire sur l'achat. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous. Contrairement à ce qu'on peut dire, c'est grave la situation. J'aurais une pensée pour tous nos commerçants de la ville qui souffrent et là aussi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, je n'engagerai pas le débat, soyez sûr que j'ai travaillé depuis vendredi avant l'arrêté du premier maire qui était une dame, qui était la mairesse de Freinet sur Sarthe, que j'ai appelé. Et donc j'avais déjà fait des démarches envers le sous-préfet pour trouver des solutions. Je remercie Mme Rascar parce qu'elle est venue travailler avec nous et notamment l'adjointe au CCAS et les services pour tenter de trouver des solutions pour aider les commerçants. Pardon? On a quand même réussi, il va être inscrit sur les panneaux lumineux, si je peux me permettre d'intervenir, il va être inscrit sur les panneaux lumineux avec l'accord de votre adjointe, qui a pris enseignement pris auprès de l'adjointe de la communication, donc d'indiquer que les commerçants non essentiels faisaient des click and collect. Alors, ce qui s'appelle c'est on est en contact avec votre commerçant, vous préparez votre commande et vous venez le chercher au pas de la porte de votre commerçant. En aucun cas, vous ne pouvez rentrer, alors c'est pas parce que le commerçant ne veut pas vous recevoir, c'est qu'il n'en a pas le droit. Donc tous les commerçants non essentiels jouent le jeu à l'Espard. Je pense qu'il est effectivement important de jouer le jeu et de les faire bosser parce que le commerce de proximité est plus qu'en danger. Alors, ailleurs qu'à l'Espard, pas plus à l'Espard qu'ailleurs, mais j'ai envie de dire, il faut soutenir les commerces non essentiels et les essentiels qui restent ouverts malgré tout. Et je vous remercie de m'avoir permis de travailler avec votre équipe. Toujours dans le même cadre, je voudrais quand même vous informer, même si je sais que la grande majorité le sait, mais dès le mois de juin, puisqu'on était encore en confinement, fin juin, même au mois de mai, j'avais sollicité, puisque j'étais encore vice-président du développement économique, j'avais sollicité notre chargé de mission pour trouver des solutions pour aider nos commerçants dans le cadre du Covid, sur la première phase.
Et donc, je vous informe, même si je sais que beaucoup sont au courant, et plus particulièrement les commerçants, que la CDC a donné une enveloppe de 250 000 euros, mais au regard des dossiers, on n'en a pas refusé un, je crois que si un, mais qui n'entrait vraiment pas dans le cadre. On a distribué 172 000 euros d'aide, 1 000 euros pour l'ensemble des commerçants ou 3 000 euros pour la restauration, les cafés, bars, etc. Et ça a été mandaté. Aujourd'hui, je pense ici qu'il y en a qui sont intéressés pour entendre cette info. Donc, voilà, la communauté de communes aussi n'est pas en reste. Je serai un des premiers à défendre aussi, dès le début d'année, puisqu'on partira sur notre budget, que la CDC intervienne aussi pour la deuxième phase de Covid et aide aussi nos commerçants, peut-être dans la même idée, même principe, parce qu'ils vont en avoir besoin. 1 000 euros, je sais que ce n'est pas une très grosse somme, mais ça fait quand même un budget de 180 000 euros pour la CDC, puis 1 000 euros pour un commerçant, ça aide quand même, ça met un peu de beurre dans les épinards, mais bon, je sais que c'est très compliqué, je connais les dossiers. J'espère que le gouvernement va lâcher un peu de lest sur nos commerçants et qu'il permettra à tous nos commerces de réouvrir rapidement, parce que ça va finir par devenir très compliqué, voire catastrophique pour certains. Voilà, c'était juste les petites infos. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne soirée.